Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver. L'émission va être chargée comme la programmation culturelle en Sarthe. Ce week-end, c'est les Journées européennes du patrimoine. Je vous invite à aller regarder sur leur site internet ce que vous pouvez découvrir à côté de chez vous. C'est toujours l'occasion de voir des lieux qui ne sont pas forcément ouverts au public le reste de l'année. On va commencer avec du cirque, c'est la rentrée et hop, on y retourne au plongeoir et en ville. On va en parler dans un instant. On parlera de peinture avec Fabrice Gorget à découvrir à la galerie L'Éphémère dans le Vieux-Mans. Et puis de musique avec Lucas, un jeune musicien qui en est déjà à son 4e album. On ira ensuite faire un petit tour du côté de Sud-Sarthe dans l'Orée du Bercé-Bellinois pour découvrir les Journées européennes du patrimoine et plein d'événements conviviaux qui sont organisés autour. Et puis on refera un petit tour du côté de la programmation de la France Design Week avec des designers qui nous proposent des expositions sur le design et le handicap, sur le design thinking, découvrir des écoles. Bref, il y aura du monde sur le plateau, vous l'avez compris, alors je vous propose de les retrouver tout de suite. Et donc autour de ce plateau masculin, pour commencer l'émission, Fabrice Gorget, bonsoir. Bonsoir. Artiste peintre, comme je le disais. Lucas, bonsoir. Bonsoir. Et Richard Fournier, directeur du plongeoir pôle national du cirque Le Mans. Bonsoir. Bonsoir. C'est la rentrée et hop, c'est le nom de l'acte 1 du plongeoir, de la programmation du plongeoir. Ça a commencé, il y a un spectacle tout à l'heure là. Un spectacle qui joue maintenant en ce moment, le repos du guerrier à 19 h. Et on a commencé mardi avec des représentations scolaires. Et donc hier, on était place du marché au Sablon pour 2 spectacles. Et on va comme ça se rapprocher tout au long de la semaine vers le chapiteau du plongeoir pour finir dimanche avec un thé dansant. Oui, c'est ça, avec une belle fête de thé dansant. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en plein air et qui sont, sinon participatives, en tout cas partagées comme ça par le plus grand nombre et gratuites aussi. Ça permet de découvrir un petit peu le cirque contemporain, notamment les friandises. Alors, je me suis entraînée, mais bon, je vais lire ma fiche. Vélicyclopédique. Exactement. C'est un ancien champion de BMX. Et qui joue avec le vélo, voilà, qui fait du cirque maintenant. Ouais, Vincent Warin, c'est un champion de France, mais un champion du monde aussi de BMX qui a maintenant une 50aine d'années et donc qui offre son art maintenant au spectacle. Et donc il a plusieurs projets avec lesquels on a travaillé. Et donc là, c'est Friandises Vélicyclopédiques. C'est un projet qu'il fait en tout cas en association avec toujours une association ou des musiciens du quartier, du territoire. Et là, on travaille avec Musicométis, qui est un groupe de musique implanté au Sablon. Et donc c'est 3 représentations qu'on écrit avec lui. Donc il y en a une hier, place du marché, une ce matin au chapiteau avec les scolaires du quartier, et puis une autre samedi après-midi. Alors, il y a aussi impact d'une course, ça on pourra le voir, le rendez-vous c'est devant le musée Plantagenet Jean-Claude Boulard. Et puis après c'est une déambulation, c'est du cirque, il y a une notion de parcours, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est du cirque pour espace urbain qui va jouer avec en tout cas ce qui l'entoure. Donc c'est Impact d'une course, c'est une compagnie qui est arrivée hier, on a fait les repérages cet après-midi, il y a eu tout un grand travail de préparation. Et donc oui, c'est un itinéraire comme ça pour découvrir le centre-ville. On part du musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet. Donc c'est ce vendredi à 18h30 et ce samedi à 16h30, gratuit. Et l'idée c'est de pouvoir un petit peu surprendre le public, les spectateurs, les spectatrices, et d'aller travailler sur les différents éléments urbains qu'on peut rencontrer sur la déambulation qu'on a imaginé avec eux. Donc c'est vraiment comment mettre en valeur aussi le patrimoine manceau, ce centre-ville, et comment s'adresser au plus grand nombre, là sur un spectacle en espace public complet, et puis qu'on peut découvrir à tout âge, tout petit comme les plus anciens. La déambulation est assez courte, donc il n'y a vraiment aucun prérequis de spectateurs et spectatrices pour pouvoir vivre l'expérience. C'est vraiment l'ouverture du cirque et du plongeoir pour donner un petit peu, mettre en appétit sur votre programmation. On peut découvrir aussi ce vendredi et ce samedi la Concordance des Temps avec le 12 Supplice, qui est une compagnie qui va avoir un peu un fil rouge cette année au plongeoir. Ouais, le 12 Supplice, c'est une compagnie avec laquelle on travaille depuis maintenant de nombreuses années. Il y a une grande relation de confiance avec eux.
Et ils vont revenir comme ça toute l'année sur des cartes blanches, sur des programmations, sur des résidences aussi de création. Et ils sont avec nous là depuis mardi. On a fait ce qu'on appelle des balles sauvages. Donc on est allé au marché des Jacobins, mais également hier soir sur la place du marché des Sablons, pour inviter à danser comme ça de manière surprenante. Ils étaient cet après-midi au lycée Malraux, au lycée Le Mans Sud, hein, donc pour aller travailler aussi avec les élèves. Et ils proposons donc cette concordance des temps, qui est un duo d'acrobatie qui est très poétique, très beau à découvrir sous le chapiteau. Et on leur a confié la carte blanche du thé dansant. On aime bien au plongeoir reprendre des grands événements populaires, le bingo, le thé dansant, et puis les réadapter à la sauce cirque et à la sauce le plongeoir. Donc c'est une invitation à venir faire un dimanche après-midi, boire un thé, manger une pâtisserie, danser. Ça s'adresse à ceux qui savent danser, à ceux qui ne savent pas danser, c'est gratuit. Et donc c'est comme ça aussi comment on découvre l'univers d'une compagnie artistique. Et de découvrir aussi le chapiteau, pour ceux qui ne sont pas encore venus au Sablon, dans ce chapiteau en dur, comme je le dis, qui est magnifique, avec justement un petit espace pour boire un verre de réception. C'est vrai que si vous voyez les images des premières danses qu'il y a eu, ça donne envie. Allez voir, on a l'impression que c'était déjà coordonné, alors qu'en fait ce sont des choses improvisées. Donc c'est vraiment des bons moments de partage. Et puis la billetterie ouverte pour toute l'année, avec toute votre programmation qu'on retrouve dans votre programme et sur votre site internet, avec, on en parlait hors antenne, aussi vos repas qui reviennent le dimanche midi avec l'Auberge de la Bagatelle cette année qui s'associe avec vous pour faire des spectacles autour d'un repas, un repas cirque. Vous aviez commencé l'année dernière, ça a super bien marché et je spoil direct, ça marche très très bien. Donc allez-y, prenez vos places parce que moi je me suis fait avoir et il y en a déjà qui sont pleins. Ouais, ça marche très bien. C'est un concept qu'on a imaginé l'année dernière, qu'on a fait comme ça de manière assez rapide. Et puis au bout d'une année, on s'est rendu compte que ça fonctionnait extrêmement bien. Le concept est simple, hein. Un dimanche midi, on vient seul, en famille, avec des amis. On se met sur la piste, on partage un repas. On a une compagnie de cirque qui va improviser un projet. Ils arrivent 2 jours avant pour s'emparer de la piste. L'équipe du plongeoir est au service et donc on passe comme ça un moment, 2 heures ensemble à rencontrer, à discuter avec des inconnus ou des amis, peu importe. Et donc sur cette deuxième année, on a proposé le projet à Jean-Sébastien et à Elodie. Et donc du coup, ils ont tout de suite répondu oui, avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'était pour nous à la fois s'associer avec une structure qui fait la fierté du territoire. C'est le seul restaurant étoilé de la Sarthe, ouais. Avec le seul pôle national de la région Pays de la Loire. Donc s'il y avait comme ça cette envie de se rapprocher, il y avait une seconde envie, c'était de pouvoir corréler ce qui va se passer dans l'assiette et le spectacle. Donc il y a une relation qui va se tisser aussi entre les artistes et le chef en cuisine. Puis troisième chose, c'était aussi comment on arrive à démocratiser une cuisine étoilée. Le spectacle, il a un tarif assez important, autour de 25-30 euros, mais ça reste quand même un dîner-spectacle à 30 euros au prix fort, qui peut paraître dense, mais qui est au final un prix très très faible, qui doit pouvoir permettre de découvrir aussi la grande cuisine. C'est aussi une volonté de l'Auberge de Bagatelle de rendre accessible aussi sa cuisine et de la faire découvrir au plus grand nombre. Donc on est très 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 content. Et oui, ça part très 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 vite. Il y a 7 représentations, 120 couverts à chaque fois, donc ça va vite. Alors même sur toute la programmation, je vous invite à faire votre petit marché sur le site internet. Les passerelles sont faites. Venez découvrir en ville ce week-end si vous ne connaissez pas le cirque contemporain, ce qui peut être proposé, les différentes formes que ça peut prendre. Et puis on vous retrouvera tout au long de l'année pour les prochains temps forts. Oui, et il reste des places sur la concordance des temps. N'hésitez pas à venir découvrir ce magnifique spectacle. Donc à découvrir avec le 12 supplice que vous pourrez découvrir ce week-end et redécouvrir du coup tout au long de l'année. Ça, c'est pour la programmation circassienne. On va parler peinture maintenant. Fabrice Gorget, vous êtes installé à la galerie L'Éphémère jusqu'au 28 septembre dans le Vieux-Mans. Exactement. Quand je dis vous êtes installé, c'est-à-dire que vous êtes dans cette période de création assez intense. Si j'ai bien compris, vous y avez fait un peu votre atelier et on vient voir vos œuvres et on vient vous rencontrer surtout. Oui, tout à fait. La galerie en fait est une galerie associative et elle m'a donné la possibilité de m'installer pour 28 jours. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion en même temps de pouvoir travailler. Déjà parce que 28 jours, ça peut paraître un peu long lorsqu'on est 6 jours sur place par semaine. Et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de pouvoir vraiment s'inspirer de ce que je ressens et de ce que je vois dans cette vitrine. Et du retour aussi, parce que ça fait pas longtemps que vous vous êtes lancé dans cette carrière-là, qui est une deuxième carrière artistique. Vous travaillez le bois, vous aviez une entreprise d'ébénisterie avant. Et ce virage-là, culturel, il a commencé Sud-Sarthe. Vous avez exposé à Parçay-sur-Sarthe, notamment avec la rencontre avec Eric Dos Santos et Daniel Burgart. Et aujourd'hui, on a la chance de vous retrouver au Mans. C'est la première fois que vous avez exposé
l'année dernière au Bridge Club. Mais là, dans une galerie au Mans, c'est la première fois qu'on peut vous y voir. C'est vrai. En fait, c'est une expérience que j'avais envie de faire depuis très longtemps, d'avoir un atelier ouvert au public et puis d'être un petit peu en mode galerie parce que, en fait, quand je travaille dans mon atelier à Serran-Foultourte, en pleine forêt, je ne vois personne. Et là, du coup, j'ai un peu une interaction avec le public et ça m'intéresse beaucoup. Alors, vous ne voyez personne, mais vous êtes quand même très présent sur les réseaux sociaux, où justement, on a déjà quand même des petits aperçus de votre atelier et cette interaction avec le public, les gens qui vous suivent, notamment sur découvrir une œuvre, le nom d'une œuvre, pourquoi elle porte tel nom, etc. C'est quelque chose que vous avez enclenché dès le départ, finalement. C'est vrai. En fait, j'opère quand même un virage à 180 degrés par rapport à ma carrière précédente. Je dirais aujourd'hui... J'en suis peut-être à 178, mais l'objectif, c'est qu'effectivement, les 2% qui restent, peut-être soient un petit peu liés à ce qui est en train de se passer au cœur du Mans. Et du coup, votre inspiration, pour ceux qui vous connaissent pas, évidemment, on passe des images. Il y a alors c'est une abstraction il y a des titres en fait qui amènent quand même une idée, un paysage, des idées, des pistes pour le spectateur. Vous parlez dans les textes qui parlent de vous, notamment de Miro, qui est le nom du chat, je crois, qui traîne dans l'atelier aussi. C'est vrai que c'est très inspiré par ce peintre, à la fois au niveau des compositions et des couleurs. Alors je dirais inspiré, pas tout à fait, je dirais plutôt influencé. Oui, influencé. Ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'étudie depuis longtemps et du coup qui me donne vraiment de la matière à créer mes ouvrages. Et sans mauvais jeu de mots, justement, le travail de matière, vous êtes vraiment sur une surface lisse. Il y a un côté presque joaillerie dans la surface de vos tableaux. C'est une volonté de votre part, justement, de ne pas travailler sur l'épaisseur, mais d'être vraiment dans la surface, dans le sens positif du terme. Hein. Exactement. Alors déjà, la plupart de mes tableaux, même quasiment la totalité aujourd'hui, sont peints sur bois. Et mon objectif, c'est un peu d'étonner justement le spectateur en ayant une peinture très très lisse avec aucun effet de surcouche. Donc ça c'est plutôt pour la technique, mais ça donne un concept de tableau que les gens apprécient et qui les étonne. Oui, et surtout je le constate depuis 2 jours. Dans ce type d'expression aussi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude dans ce genre de tableau. On s'attend peut-être un petit peu à du volume ou à des choses à rentrer dedans. Et en fait, c'est par un autre biais que vous nous proposez cette introspection. Exactement. Et puis en plus, dans mon travail, je ne m'interdis aucune technique. Donc je mixe la bombe de graffeur, l'acrylique, un peu la dorure. Dernièrement, le fusain pour un tableau qui a été réalisé dans la galerie à partir du vernissage et qui a été accroché la semaine dernière. Et puis voilà, le bois, c'est vraiment mon matériau de prédilection. Et comment vous avez eu l'idée de travailler sur le bois? Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé en même temps, je ne sais pas pourquoi je pose la question, c'est que vous travaillez le bois avant, donc finalement, c'est le petit lien peut-être? Oui, alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça me permet effectivement, au fur et à mesure que je fais évoluer mon tableau et mes couleurs, de pouvoir reponcer certaines zones et pouvoir les reprendre complètement et toujours à rechercher, voilà, pas cet effet de surcouche. Et puis aussi, c'est un peu l'origine de la peinture quand même. Hein. La Joconde, elle est quand même peinte sur bois. Ouais, c'est ça, les icônes sur bois. C'est vrai que ça donne ce côté. On reprend le côté haut de gamme joaillerie un peu dont je parlais tout à l'heure, avec le côté iconique par le support. En tout cas, ça donne de la prestance. Et puis j'utilise le bois en filigrane aussi quand même de mes tableaux. Donc on le ressent, la texture, la profondeur des couleurs, etc. n'est pas la même quand je l'utilise sur papier. À découvrir donc à la galerie L'Éphémère Grande Rue au Mans. Vous avez jusqu'au 28 septembre et puis on peut vous y rencontrer. Tous les jours sauf le lundi. Tous les jours sauf le lundi. Rendez-vous est pris. Maintenant je me tourne vers Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Alors la première fois que vous venez sur ce plateau, mais c'est déjà le 4e album. Vous connaissez peut-être pas encore mon magnifique accent anglais, The End of the Loneliness. J'ai un peu du mal à le décrire. Du coup, je vous propose qu'on écoute un extrait pour donner déjà une idée aux téléspectateurs. Alors un univers onirique, alors
rock, dans votre dossier de presse, il y a marqué rock, pop, folk, électro, en tout cas un univers bien à vous, bien délimité finalement, assez noir, mais avec des sonorités qui finalement sont pas si négatives, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien ce mélange, je trouve. Peut-être c'est plus digeste comme ça. Souvent, le sombre est plutôt dans les paroles et oui, dans quelques instruments un peu planants comme ça. Mais j'aime bien les petites touches, soit d'humour, soit de légèreté ou de poésie qui peuvent un peu reposer le cerveau ou le sujet qui des fois est assez lourd, j'avoue. Alors il y a une idée aussi peut-être de nous accompagner dans cette solitude. Vous dites que cet album, l'idée c'est d'en sortir de cette solitude ou en tout cas de s'y sentir bien, parce qu'on peut aussi le choisir de rester seul pour un moment ou pour plus longtemps, mais en tout cas de ne pas se sentir enfermé, de pouvoir respirer et s'ouvrir aux autres. Et c'est là-dessus que vous aviez envie de travailler sur l'angle de la solitude. Bah, c'est venu un peu par dépit parce que c'est la situation dans laquelle j'étais quand je l'ai fait. Et donc forcément, les sujets tournaient un peu autour de ça, même si c'est quand même ouvert au monde, mais du point de vue de quelqu'un assez enfermé dans son appartement quand même, qui voit le monde à travers la fenêtre, le téléphone, tout ça. Et donc petit à petit, voilà, c'est parti de la solitude et c'est allé jusqu'à l'envie d'en sortir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors justement, vous en sortez et vous partagez ces valeurs et cette ouverture sur la souffrance mentale qu'on peut avoir, sur l'amour queer et toutes ces notions-là qui nous forgent aussi au début de notre âge adulte. Il y a une esthétique aussi visuelle, même dans des chansons, enfin je dis même, sur des chansons qu'on peut écouter sur YouTube, il y a toujours un peu d'images, il y a toujours, même sans parler de clips à proprement parler, on vous voit, mais pas que, vous avez vraiment une appétence aussi pour cette esthétique visuelle. Ouais, j'aime bien lier le son et le visuel. Surtout que très souvent c'est des images qui me viennent quand je fais la chanson où ça peut approfondir le monde dans lequel j'ai envie de plonger les personnes qui écoutent. Ouais, c'est une piste en fait pour illustrer et nous mettre dans un cocon dans l'écoute de l'album. Encore plus qu'avec seulement le son, il y a l'image, le son, il y a tout. Et c'est l'univers entier, j'aime bien créer des univers complets. Et voilà. Et alors justement, complet et jusqu'à la scène, vous en sortez de cette solitude pour venir sur scène et nous partager vos chansons ? C'était le but et je crois que c'est de là aussi qu'est parti le titre. C'est qu'en finissant l'album, je le sentais pas de le sortir comme les autres pour qu'il passe inaperçu et que je mette aucun effort à le partager. Donc j'ai voulu le partager et le titre est venu dans ce moment-là où je commençais à l'envoyer à des gens et comme ici. Comme c'est ce que j'allais dire. La conclusion est toute trouvée. De venir jusqu'ici pour nous le partager, nous donner envie d'aller découvrir cet univers. Il y a plusieurs titres, ils n'ont pas toutes les mêmes sonorités et justement, ils ne racontent pas toute la même histoire, mais il y a un vrai univers visuel aussi qui nous emporte. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir, notamment sur YouTube pour avoir la partie visuelle, mais évidemment sur toutes les bonnes plateformes musicales. Merci d'être venu nous présenter cet album et puis vous continuerez à venir nous voir maintenant que vous êtes sortis de l'appartement pour nous présenter vos œuvres. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos actualités, je vais y arriver. Et nous, on part dans le Sud-Sarthe tout de suite dans Culturel. Journée européenne du patrimoine et terrasse en fête en direction le Sud-Sarthe pour ce week-end. Aurélie Cartron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission de tourisme et patrimoine justement à la communauté de communes de Loré-de-Bercé Bellinois. Vous êtes venue avec Anne Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes céramiste, artisane d'art. Vous ouvrez votre atelier ce week-end. Et Anne Ballester, bonsoir. Bonsoir. Adjointe à la culture, donc à la mairie d'Écomois qui participe à cette programmation. Alors peut-être Aurélie, pour commencer, nous présenter ces festivités ce week-end. Ce week-end, on organise donc les Journées du patrimoine en lien avec les terrasses en fête. Donc c'est un autre événement qu'on a
juin pour donner de la visibilité aux commerçants. Et donc au niveau des journées du patrimoine, on a 4 communes qui participent avec de nombreuses animations sur chaque commune. Vous retrouvez les informations sur le site internet pour vraiment la globalité. Mais on va avoir donc des visites plus culturelles, donc avec par exemple le château de Fontenailles à Écomois, la visite de l'école Raymond Drône. On a également à Télocher la mise en avant des artisans de la commune avec un parcours. On a également un parcours photo, d'anciennes photos de la commune de Télocher. On a également des marchés d'artisans sur la commune de Télocher, mais également sur la commune de Lénier-Saint-Gervais. On a également une visite des vitraux et de l'église de Marigny-Laillé et également une exposition photo qui sera mise en avant à Marigny-Laillé sur le thème de la nature. Alors justement aussi à Lénier-Saint-Gervais, il y a un pique-nique géant. Donc c'est vraiment l'idée, on peut passer la journée, on peut profiter d'aller voir les artisans, mais aussi les commerçants qui jouent le jeu pour ces terrasses en fête et puis ce week-end. Et à Lénier-Saint-Gervais, il y a un pique-nique géant sur cet axe principal où on peut venir, alors évidemment participer des commerçants qui sont en place, mais aussi voilà, découvrir un petit peu tout ce monde-là. Alors c'est bien pour les habitants, mais c'est aussi bien pour nous d'aller découvrir vos communes justement. À Écomois, il y aura aussi les microfolies qui seront en place. Et puis l'école, c'est le moment aussi peut-être de montrer aux habitants et aux gens qui viennent découvrir la commune ce que la mairie fait pour entretenir et revaloriser son patrimoine. Oui, c'est-à-dire que là, cette année, l'accent est mis sur l'école Raymond Drône, qui est donc une école primaire et qui a été rénovée cette année. Elle ne s'est pas tout à fait finie parce que l'espace extérieur sera végétalisé. Et là, pour l'instant, ce n'est pas encore végétalisé, mais c'est dans le projet. Et donc, c'est ça, on invite la population écoméenne et autres à venir visiter cette école qui existe depuis les années 50, si je ne m'abuse. Et puis, donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'écoméens qui sont passés dans et puis même des communes avoisinantes qui sont passées dans cette école. Moi-même, j'ai été... Oui, c'est l'occasion de retrouver des souvenirs, de voir ce qui a changé. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Il ne va pas falloir être nostalgique. Mais c'est vraiment un très bel espace qui a été fait. Puis pour les élèves, pour les enfants, pour les enseignants, je pense que c'est vraiment... Parce qu'on a aussi beaucoup travaillé le côté thermique. Parce que, évidemment... Oui, c'est ça aussi, la rénovation des bâtiments existants et le patrimoine, c'est une question qui revient souvent, enfin, une problématique qui revient souvent. Exactement. Parce que l'école, elle était très énergivore. Et là, avec un travail au niveau de la géothermie et... En tout cas, vraiment, elle va être très agréable à vivre, je pense. Et puis, les microfolies qui permettent de profiter justement d'accès à la culture un petit peu partout en France. Et on peut découvrir des choses qu'on a la chance de découvrir quand on va voir des expositions parisiennes, nationales ou autres. Et ça permet d'accéder depuis notre ville, notre département, notre région à des bijoux de culture. Oui, c'est-à-dire la microfolie, c'est un musée virtuel. Donc, il y a 12, je crois, musées nationaux et internationaux qui ont ouvert leur collection. Bon, pas tout, évidemment, mais c'est ça. Ça donne accès, donc, à des œuvres d'art auxquelles on n'aurait pas accès, ou alors faut aller à Paris. Oui, c'est ça. Alors après, l'idée, c'est justement de découvrir ces dispositifs pour y revenir, bien évidemment, puisque les microfolies existent en récurrence à Écomois. Alors, il y a les artistes, vous le disiez, il y a le marché des artisans à Télocher, il y aura aussi des concerts avec Voie lactée qu'on avait reçus dans l'émission. Et notamment, c'est le moment aussi de mettre en lumière nos artisans. Alors, il y a de la photo, il y a des studios de fleurs et autres, et puis il y a 2 ateliers de céramique, dont le vôtre, Anne Petit. C'est des moments importants comme ça, d'ouvrir l'atelier et puis d'échanger avec les gens qui viennent profiter de la ville, du patrimoine en général. Ça permet déjà de faire connaître notre métier, de faire des démonstrations pour savoir comment on travaille. C'est-à-dire que si on vient ce week-end, on vous voit à l'œuvre. Oui, je fais des démonstrations tout le samedi, où vous me verrez réaliser mes pièces pour la fin de l'année en direct.
Donc vous y trouverez aussi toutes les collections à venir. Tout l'univers de la table, de la joaillerie, du jardin. Oui, c'est ça, parce que je ne sais pas si c'est votre particularité, mais en tout cas, la chance qu'on a quand on découvre votre travail, c'est que vous faites de la joaillerie, il y a l'art de la table, il y a finalement plein de domaines auxquels vous touchez, évidemment, autour de la céramique. Donc on imagine tout de suite le tour et de monter des grosses pièces, mais pas que finalement. Ça fait partie du métier, mais pas que. Il y a d'autres façons de travailler la terre. Donc le tour, le métier de potier traditionnel, ça en fait partie, mais on a aussi possibilité d'ouvrir ce métier à d'autres créations à travers le design, à travers d'autres formes et à travers des matières différentes. Et c'est important aussi que le public vienne à vous, parce que les marchés d'artisans, on en trouve maintenant un petit peu partout, et c'est les artisans qui viennent jusqu'au public dans des plus grandes villes parfois, ou dans des événements. Là, j'imagine que c'est un petit peu différent, la relation qui peut s'installer si c'est eux qui viennent vers vous. Oui, parce que le fait de venir dans nos ateliers, déjà, ils voient toute notre collection, ils voient tout notre travail, notre univers, notre façon de travailler. Et puis, c'est un petit cocon, en fait, que chaque atelier est propre à chaque céramiste. Si vous allez chez Laurence, vous avez la Ronde des Terres, vous avez un univers qui lui est propre. Le mien est différent. Chaque céramiste a son propre univers. Bien sûr. Donc, on pourrait dire que chacun a un métier différent, tout en ayant la même discipline. C'est Oui. ça qui est vraiment intéressant. D'autres métiers partagent justement cette caractéristique, mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on a des métiers différents tout en exerçant le même corps de métier. Justement, de montrer, Aurélie Cartron, l'activité dans ces centres, ces villes et villages, et puis de profiter et de mettre en valeur aussi les commerçants, parce qu'ils font l'artisanat, mais pas que. Si on veut se restaurer, si on veut participer, passer une journée, un week-end entier, ou venir y vivre, si on est convaincu, c'est de montrer aussi qu'il y a de la vie par là-bas pour ceux qui n'ont pas l'habitude de passer Sud-Sarthe sur vos communes. Exactement, c'est de montrer qu'il y a des activités aussi dans nos villages, qu'on a des artisans qui sont là aussi pour promouvoir notre territoire. Et donc c'est une manière aussi de les remercier pour le travail qu'ils font, et de les mettre en lumière dans ce genre d'action. Et puis c'est un peu participatif, il y a un concours de vitrines, si je ne m'abuse. Je parlais tout à l'heure du pique-nique géant, pas mal d'animations qu'on retrouve dans votre programmation sur votre site internet. Et la plupart sont gratuits et sans forcément d'inscription, mais le beau temps est là. Donc normalement, ça devrait bien se passer ce week-end. Voilà, après, justement, on sait aussi qu'en Sarthe, le soleil n'est pas toujours de la partie, et ça ne nous empêche pas de sortir. Je vous dis toujours, évidemment, allez découvrir tous les recoins de Sarthe et allez découvrir les expositions, les journées du patrimoine. C'est chouette pour ça, parce que ça permet de découvrir des lieux qui ne sont pas ouverts, comme une école ou un château qu'on n'ouvre pas d'habitude, des chapelles, de découvrir un petit peu tout ce qui se trouve autour de nous. Merci à toutes les trois d'être venues nous parler de vos beaux patrimoines, votre beau patrimoine qu'on retrouve notamment ce samedi 20 septembre prochain. Et puis nous, on va vous parler de design tout de suite dans Culturel. Ça a commencé cette semaine, la France Design Week. Vous avez peut-être vu des affiches un petit peu partout au Mans et en Sarthe en général. On en a parlé la semaine dernière sur le plateau, mais j'ai le plaisir de recevoir d'autres intervenants qui vous proposent des événements dans ce cadre. Flavien Moni, bonsoir. Bonsoir Chloé. Designer textilien chez Dragamig. Avec Dragamig, votre entreprise. Félix Boquet, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Artico. En tout cas, c'est l'une de vos activités dont on va parler ce soir. Tristan Albert, bonsoir. Bonsoir Chloé. Coordinateur pédagogique chez Arinfo et designer aussi. Corentin Bosch, bonsoir. Bonsoir. Alors, product designer et fondateur de Puissance 10, donc votre entreprise. Alors, tous les quatre, vous avez un lien avec le design que vous présentez de manière différente pour cette édition autour du design utile, en tout cas de démocratiser peut-être un peu l'accès au design et de le faire connaître sur le territoire. Alors, par exemple, Tristan Albert, chez Arinfo, qui est une école évidemment créative et autour du design, du numérique, etc. C'est important de faire de la pédagogie autour de ce que c'est que le design ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait 4 ans à peu près. Je pense que ça fait la 4e édition de la France Design Week qu'on essaye de couvrir. 5e, ok, on me souffle 5e. Et effectivement, pour nous, c'est hyper important. On a pu porter même une conférence là-dessus il y a 2 ans, je crois, sur la pédagogie dans le design. Et on continue à travailler ça, à pousser ça fort. Donc cette année, on ouvre nos portes. On a ouvert nos portes hier. Et la semaine prochaine, ouais, c'est ça, mercredi. Le mercredi 24 voilà. septembre, on peut venir découvrir Arinfo, les filières, l'équipe, etc. Tout à fait. Les filières et puis discuter de design et de design de la pédagogie, parce que moi, mon métier, c'est aussi ça maintenant, c'est de travailler, de designer des outils pour les formateurs, les formatrices chez nous, et puis de pédagogie du design aussi, c'est-à-dire comment dans le design, on a besoin d'expliquer nos métiers de designer au quotidien, parce que c'est pas forcément toujours évident à comprendre, donc avec les différentes filières, les différents secteurs, quoi. Les comprendre et comprendre à quoi ça sert, on va en parler autour de la table. On est tous concernés en fait sur cette question-là. Du design, c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui parfois soit fait peur, soit paraît juste une notion d'esthétique, alors que là, autour de la table, finalement, il n'en est pas question ce soir. La pédagogie, elle passe aussi par tous les supports. Vous avez lancé un podcast que tout le monde peut profiter. Vous pouvez l'écouter sur toutes les bonnes plateformes. L'idée, c'était justement de partager ça avec d'autres professionnels qui donnent leur vision. C'est ça, l'idée du podcast donc, qui s'appelle What's Your Num, c'était de, en priorité, imaginer cette émission-là pour nos apprenants dans un premier temps, en recevant des professionnels du design et du numérique en général, qui vont nous parler en fait, de leur métier, de la place du numérique dans leur vie quotidienne, dans leur profession, etc. Et en fait, pour l'instant, on est au 3e épisode. La semaine prochaine, j'enregistre le 4e épisode. C'est un podcast dans lequel les animateurs changent donc, un petit peu. Donc, c'est toujours les équipes d'Arinfo. Je suis toujours là parce que c'est moi qui pilote le podcast, mais donc j'essaye d'inclure les différents formateurs, les formatrices de chez Arinfo pour recevoir des personnes toutes assez variées. Donc, la semaine prochaine, on va recevoir une architecte, Marion Lecamp, qui travaille dans une boîte d'architecture qui s'appelle Pix et qui est spécialisée dans l'éco-construction. Donc, voilà. Là aussi, un sujet de design au sens large. Je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est ce que je vais redire, je pense, tout le long de la soirée. Et même culturel, puisque j'essaye, comme mes collègues d'LMTV, de développer les réseaux. Donc, n'hésitez pas à suivre Culturel et bien sûr, regarder Culturel Le Mans sur Instagram, Facebook et bien sûr, regarder les replays sur YouTube, sur la chaîne LMTV. Voilà, c'était le petit instant pub. À qui je passe la main? Peut-être à Corentin maintenant. Corentin, pardon. Non, c'est moi qui je mélange. Design Thinking, justement, avec Puissance 10, c'est un atelier que vous allez faire à Le Mans Innovation pour montrer que dans les startups, dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat, finalement, le design a sa place d'une certaine manière. Exactement. L'objectif de cet atelier, c'est d'initier toutes les personnes qui vont venir à cette méthodologie-là, à la méthodologie du design thinking. Et l'idée de cette méthodologie-là, c'est de s'assurer de construire un produit qui soit vraiment utile et pas de construire un produit, une solution ou un service qui répond forcément pas à un besoin. C'est ce qu'on appelle le MVP. Alors moi, j'ai découvert ça et qui veut dire en français le produit minimum viable, c'est-à-dire de quelque chose qui peut avoir, j'imagine, une cible, une clientèle, un intérêt et puis un modèle économique. Exactement. C'est l'idée, c'est de pouvoir construire ce MVP-là et s'assurer que ça réponde à de vrais besoins. C'est une méthodologie-là en 5 étapes concrètement et qui va finalement placer l'utilisateur final dans toute la conception de la solution qu'on va faire. Solution, ça peut être un produit digital, ça peut être un produit physique, ça peut être du service. Voilà. Et ça, c'est ce que... Alors là, cet atelier, il est gratuit sur inscription à Le Mans Innovation le 24 septembre. Et puis ça, c'est ce que vous faites avec Puissance 10. Exactement. Puissance 10, du coup, c'est mon studio de design UX UI. Et du coup, j'accompagne à travers cette méthodologie-là des startups, des TPE, des PME qui souhaitent finalement construire un produit digital qu'on appelle SaaS du coup,
qui répondent du coup à un vrai besoin, à la finalité. Pourquoi c'est intéressant pour ces entreprises-là? C'est finalement faire grandir leur entreprise, c'est faire en sorte que leurs utilisateurs soient contents du produit qu'ils ont, qu'ils soient fidèles, ça engage finalement leurs utilisateurs dans leurs produits. Et finalement, pour une entreprise, c'est aussi de convertir ces utilisateurs-là. Donc en fait, finalement, on voit que le design intervient de différentes manières à différents niveaux de la création et qu'elle soit numérique. C'est vrai que c'est parfois un peu moins palpable sur les produits digitaux, etc., où on se demande qui intervient où. Justement, Félix Bocquet, la passerelle est toute faite. Vous êtes président de l'association Artico. Alors, vous reviendrez nous en parler plus longuement. Mais Artico, c'est une association qui propose du mentorat pour justement accompagner tous les créatifs au début, au long de leur parcours? Tout à fait. Alors en fait, on va accompagner, pas que par le biais du mentorat, en fait, on a différentes choses. Le mentorat, c'est la pierre angulaire, on va dire, de cette association-là, mais on va faire aussi des lives sur YouTube, beaucoup d'événements, et notamment une exposition. Et donc, on a vraiment vocation à éduquer tous les publics au métier de la création visuelle, et pas que le design, et puis à valoriser ces métiers-là aussi, puisqu'il y a encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, beaucoup de dévalorisation qui se fait, notamment avec l'IA. Ouais, et beaucoup d'inconnus aussi. Donc je vous invite à aller sur le site Artico. Et justement, l'association, pour cette édition de Design Utile, propose une exposition qui est au Jacobin, dans l'espace commercial des Jacobins au centre-ville du Mans, sur le design et le handicap. Qu'est-ce que vous aviez envie de montrer? C'est quoi le rapport entre design et handicap? Alors il y a plusieurs rapports et déjà l'idée en fait a été assez simple, c'est que Anaïs, donc la co-créatrice de cette exposition et qui est aussi la trésorière de l'association, en fait est en situation de handicap, elle est tétraplégique incomplète et en fait quand on a parlé de design utile et qu'elle a vu ce thème de cette édition, c'est arrivé très simplement en fait pour elle, c'était évident. Donc elle s'est dit, en fait, moi j'ai envie de parler de ce thème du handicap et en plus ça tombe bien, je suis designeuse et donc en fait le lien se fait très simplement puisqu'elle est designer d'expérience utilisateur et donc elle le voit tous les jours qu'il y a plein de problématiques à la fois dans le numérique mais aussi dans la vie de tous les jours en fait qui sont très embêtantes, plein de choses. C'est l'UX UI en fait, comme on parlait avec Corentin tout à l'heure. Ouais. Exactement, l'UX UI en fait elle n'est pas que sur le numérique, elle est vraiment dans la vie de tous les jours et elle peut avoir un intérêt dans chaque aspect du quotidien en fait. Alors justement, on découvre ces notions-là sur le handicap. Déjà, on découvre toutes les notions de handicap. C'est vrai sur lesquelles on ne s'est pas forcément questionné, sur l'audition, la motricité, tout ce qui est cognitif, sur cette accessibilité, et puis sur le fait que de toute façon, on va tous à un moment être confrontés de manière pérenne ou temporaire à un handicap dans notre vie. Alors vous prenez l'exemple d'une poussette dans l'escalier ou se casser une jambe. Et l'idée, c'est vraiment de vulgariser ces notions et ces chiffres et de les partager avec nous. Et c'est immersif puisque dans l'exposition, on peut faire l'expérience de certains handicaps. Oui, complètement. Et alors du coup, ce que vous disiez sur cette partie, on est tous concernés, c'est encore plus important que ce qu'on imagine. En fait, il y a une personne sur deux qui, au cours de sa vie, va être touchée par du handicap, d'une façon ou d'une autre, de son entourage ou pas. Et donc l'intérêt, il est vraiment par des biais de mission, en fait, de mise en situation, d'aller mettre les gens en situation de handicap. Alors évidemment, passagers, on ne va pas les handicaper pour l'expo, mais de leur faire tester des choses, en fait, du quotidien, des actions qui ont l'air très simples, avec des handicaps, des faux handicaps. En fait, on va leur mettre par exemple des gants de boxe sur les mains pour aller faire du fauteuil roulant et pour simuler, comme on peut le voir sur les images, en fait, un handicap qui va être similaire à une tétraplégie ou à une impossibilité de bouger les mains. Et en fait, rien que de faire ça, on va prendre conscience en fait de la problématique que va pouvoir être juste de rouler en fauteuil roulant. Alors c'est vrai que même dans les objets aussi qui est exposé sur une vitrine, on voit pas mal d'objets et ça paraît assez évident. Alors ça va de comment vider le tube de dentifrice à décrocher son téléphone ou à voir justement les notes du téléphone, etc. Et c'est des objets du quotidien où finalement, si l'UX UI, si le design a été bien fait, et ben justement ils sont utiles pour tous et à toutes et tous. C'est cette notion d'accessibilité. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous proposez de
de se sentir concerné. Par exemple, moi j'ai été amusée quand on arrive dans l'exposition, il y a plein de têtes de stars pour qu'on se questionne sur qui a tel ou tel handicap. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes que l'on connaît, qui sont médiatisées et qui ont tel ou tel handicap. Et comme on le disait tout à l'heure, les handicaps ne sont pas toujours visibles. Tout à fait. Il y a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles du tout et il faut vraiment prendre conscience de ça. Et en fait, on s'est dit que le meilleur point pour faire ça et le point d'accroche, c'était en fait de questionner sur les stars, tout simplement. On ne s'imagine pas à quel point il y a un nombre incalculable de stars qui ont parlé de leur handicap et qui sont handicapés, notamment Anthony Hopkins qui est autiste au final, et ça je ne le savais pas. Et en fait, il y a cet aspect l'effet de halo en fait, qui fait que quand une personne est en bonne santé, enfin semble être en bonne santé et qu'elle est belle, enfin qu'on estime qu'elle est belle et qu'elle est propre sur elle, etc., on va penser qu'elle est automatiquement en bonne santé et qu'elle n'a pas de handicap. Et donc c'est important de dire que, en fait, l'a priori, ce qu'on voit, en fait, c'est pas toujours ce qui se passe dans la vie. C'est pas toujours le quotidien de la personne. Et donc elle peut avoir des problèmes. Cette idée-là, elle est tout à fait transmise dans l'exposition et notamment, pour tous les âges, à partir du moment où ils peuvent lire ou même avant, vous pouvez leur montrer les objets, les expériences, etc. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. N'hésitez pas à y aller aussi avec vos enfants. Ça change nos regards. On y apprend tous quelque chose. Je vois des têtes qui hochent, mais c'est vrai que l'exposition n'est pas ouverte depuis longtemps, mais tous ceux qui l'ont vu sont assez scotchés là-dessus. Moi, j'ai appris plein de choses et ça donne envie, en fait, vous donnez aussi des petites pistes, des petites solutions dans le design de tous les jours, de l'intégrer dans notre travail de professionnel, de pédagogie. Et finalement, pour nous, ça peut parfois être un tout petit effort et changer complètement la perception qu'on en a. Cette notion de perception, vous allez voir ma transition, cher Flavien, sur la place de la voiture dans la ville. C'est un projet que vous avez mené avec Ludovic Alvarez de Machin Bidule. Vous avez repris un principe de l'Institut du design de Saint-Malo pour nous donner à voir, ou plutôt nous montrer l'espace qui est occupé par la voiture. Et oui, c'est Julien V de l'Institut du design de Saint-Malo qui s'est rendu compte un samedi en allant faire son marché qu'au final, la voiture prenait tout l'espace dans la ville. Et donc, il a lancé une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux en disant moi, je voudrais faire une expo où voilà, on enlève tout ce qui a trait à la voiture sur des photos de ville. Il s'avérait qu'au final, l'objectif de la France Design Week était un bel objectif pour concrétiser ça, parce qu'avoir des belles idées mais pas avoir d'objectif, au final, c'est pas génial. Donc, en bon designer, on s'est fixé un objectif. Et donc, du coup, on présente ici au Mans, mais il y a aussi une version à Marseille, je regarde mon papier, à Saint-Malo, bien sûr, à Lyon, à Bordeaux et dans d'autres villes que j'oublie. C'est cette exposition où l'idée, c'est de faire une balade dans la ville. Nous, on a fait cette balade sur une après-midi, on a pris des photos, on a enlevé tout ce qui est attrait à la voiture, les panneaux, les voitures en elles-mêmes, voilà, les bus, les routes, oui, bien évidemment. Et voilà, on se rend compte qu'il y a à peu près 44% de l'environnement visuel qu'on a en tant que piéton ou de cycliste qui a lieu à la voiture. Et donc, on se pose la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. On n'a pas la réponse, mais juste en proposant cette exposition à toutes et tous dans la galerie des Jacobins, juste à côté de celle Oui, c'est ça, c'est à l'étage. Donc vous allez faire baladata et puis après vous descendez voir l'exposition ou inversement. Ou inversement. Bref, on donne à se poser la question aux visiteurs, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ça? Pour qui? Pourquoi? Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'avoir une réponse, mais c'est de questionner l'usage. C'est la pratique numéro 1, on va dire, du designer. Oui, c'est ça. Et de se poser des questions, parce que c'est vrai qu'il y a évidemment les routes ou la voiture, on voit la silhouette, on se dit tout de suite, bon, ok, ils ont enlevé une voiture. Des fois, on se demande un peu plus que ce que vous avez enlevé. Et puis, il y a le pourcentage en bas de place de la voiture. Alors, ça ne vous étonnera pas autour du plateau en tant que Manceau, mais quand on arrive à côté du circuit, on arrive plutôt à 70% d'occupation autour de la voiture. C'est un peu le troll qu'on a voulu faire et on a poussé un peu le vice jusqu'à aller jusqu'à la place Luigi Chinetti. Mais oui, c'est drôle. Alors après, il y a aussi une notion de perspective et de proportion, alors qui est due évidemment au fait de prendre les photos à hauteur d'humain. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a en fait, la skyline reste en fait, et puis il y a cette notion de mouvement au sol qui là est figé. Et
Et ça donne un petit peu envie aussi, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là aussi, de découvrir cette ville. On aimerait bien le voir peindre en blanc tous ces éléments. Ça pourrait être une expérience justement utilisateur de supprimer réellement les éléments, peindre, je ne sais pas, en blanc, et puis après on fait des fresques. Je crois que ça a été d'ailleurs... alors l'idée normalement n'est pas de redessiner dans le blanc, mais si vous suivez la France Design Week sur les réseaux sociaux, vous verrez que certaines se sont permis déjà de commencer à remplir les blancs. Donc il y a quand même une interrogation là-dessus, derrière évidemment le fait de susciter l'intérêt et de poser la question. Tout de suite on se dit, et alors dans ce blanc-là, s'il n'y a pas la voiture, qu'est-ce qu'il y a ? Bonne question. On va éditer des cartes postales ou des petites feuilles justement imprimées sur lesquelles on peut, les visiteurs pourront réellement, avec n'importe quel stylo, feutre, etc., remplir. Là, faut se rapprocher de Ludo, de Machin Bidule. Toutes les informations sont sur l'exposition pour pouvoir faire ça. Et l'objectif aussi, à terme, c'est d'éditer des petites cartes postales qu'on pourra distribuer, vendre à prix coûtant. Et éditer aussi un petit livret et remettre ça dans un coffret avec chaque ville, un livret par ville, imprimé bien sûr en risographie de manière complètement écologique sur des beaux papiers pour rendre le projet vivant un peu plus long dans le temps. Il y a des animations aussi qui vont être faites auprès d'écoles, justement à l'agence Machin Bidule, pour le coup, animée par Ludovic. L'idée, c'est encore une fois de poser les questions, de ne pas avoir forcément les réponses. Un peu de s'amuser aussi quand même, parce que nous, on s'est bien amusé à le faire et à construire. Et voilà. Justement, Ludovic Alvarez, à Machin Bidule, est en train de faire des animations. Il y a des animations sur la notion d'impact aussi. Donc, je vous invite à voir toute la programmation. Je vous ai invités tous les 4, mais il y a encore plein de choses qui se passent jusqu'à la fin septembre. Jusqu'au 30 septembre, c'est marqué derrière moi. Donc, n'hésitez pas. Ça va nous donner des idées. On est déjà en train de construire la France Design Week 2026. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est de se rencontrer entre professionnels et de continuer à faire vivre le design autour de nous. Donc merci d'être venu en parler et de le montrer au plus grand nombre. Vous avez compris, votre programme du week-end est chargé. N'hésitez pas à aller sur les différents sites internet. Vous avez un peu plus de temps pour certaines animations. Vous nous suivez sur les réseaux et en replay. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure dans Culturel.